Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre invitation et votre introduction. Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux de vous retrouver et de représenter l'IFRI, de contribuer ainsi aux travaux de votre commission. Alors j'ai deux remarques introductives, après lesquelles je ferai 9 points, 4 points régionaux, 4 points transversaux, et le point intermédiaire, dirais-je, c'est la situation concernant le territoire national. Première remarque introductive, c'est que, de mon point de vue, nous courons après les événements en essayant de donner sens à une situation chaotique qui nous échappe désormais largement. Quand on met en perspective le livre blanc de 2013, la revue stratégique de 2017, la RNS de 2022, l'actualisation sur laquelle nous travaillons, nous utilisons de moins en moins de mots et de moyens pour tenter d'analyser une situation de plus en plus complexe. Depuis 2013, nous ne pouvons que constater une dégradation accélérée de notre environnement qui touche désormais, vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, Monsieur le Président, l'équilibre entre notre prospérité et notre sécurité. Depuis novembre 2022, date de la présentation de la RNS, la situation en Ukraine, le 7 octobre et ses suites, la situation au Soudan, la situation en RDC, pour ne citer que les 4 principaux conflits, montrent à quel point il est difficile à la fois d'anticiper et précisément de reprendre le contrôle des événements. Depuis le 20 janvier 2025, date effectivement des vœux du président de la République aux armées, au cours desquels il a demandé l'actualisation de la RNS. Cette date correspond aussi à l'investiture du président Donald Trump. Nous avons une administration Trump qui, en 7 semaines, produit un effet de souffle et qui se traduit d'ores et déjà par la destruction de l'État fédéral américain, une offensive idéologique contre l'Europe et une guerre commerciale contre le monde. Deuxième remarque introductive, nous envisageons de mobiliser des moyens financiers supplémentaires. Je plaide, vous l'avez rappelé avec mes travaux, depuis des années pour un réarmement militaire. Je plaide aussi pour un réarmement intellectuel, et pour tout dire, je ne le vois guère. La RNS, telle qu'elle a été conçue, est un entre-deux entre une grande stratégie qui chercherait à intégrer les différentes composantes d'une politique globale et une stratégie de défense en tant que telle. Je pense que nous manquons cruellement d'outils de suivi stratégique qui nous permettraient d'être beaucoup moins réactifs. Dans tous les domaines, il me semble que le quoi qu'il en coûte, sans effort de cadrage temporel et spatial, conduit à la ruine. Et j'ai l'impression que nous sommes aujourd'hui en train de décider d'augmentation de crédits supplémentaires sans avoir fait le travail intellectuel nécessaire pour savoir comment allouer ces crédits supplémentaires. J'ajouterai qu'aujourd'hui, seul notre niveau de dette publique correspond à une économie de guerre, alors que nous avons eu une gestion de temps de paix. Ces deux remarques introductives faites, je vais me concentrer sur les 4 points de manière très synthétique pour essayer de décrire la menace telle que je la comprends aujourd'hui, avant de passer au territoire national et à des points plus transversaux. En insistant évidemment que ce qui caractérise à mon sens la situation actuelle, c'est l'enchevêtrement des théâtres et le fait qu'on ne peut pas penser en silo, mais bien d'essayer de comprendre les effets de bord entre ce qui peut se passer en Ukraine, ce qui peut se passer entre Israël et la Palestine, ce qui peut se passer en mer de Chine, etc., etc. Premier élément de cadrage, le flanc ouest. Je commencerai cette présentation par le flanc ouest. Nous avons, avec l'administration Trump, un choc et un effroi qui créent une stupeur pour les Européens. Cette stupeur s'explique en partie par la convergence idéologique qui existe désormais entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Elle est assise, de mon point de vue, sur 3 aspects, sur 3 piliers. Un culte de la personnalité, le partage d'une notion de sphère d'influence et un affairisme global. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que la fortune personnelle du président Poutine n'est comparable qu'à celle d'Elon Musk.
Dans ce cadre-là, la France est probablement le pays le moins surpris parmi les pays européens, compte tenu de sa culture stratégique qui, précisément, a été construite par la 4e et la 5e République, a été construite sur l'idée d'un retrait possible un jour des États-Unis de la sécurité européenne et sur l'analyse également que jamais les États-Unis n'engageront leurs intérêts vitaux pour défendre les Européens. C'est ce qui est au cœur de la dissuasion nucléaire. C'est évidemment très différent pour nos partenaires européens qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont conçu leur défense et leur sécurité que dans le cadre strictement otanien. Si je tourne maintenant vers le flanc Est, nous sommes face à une hostilité, une agressivité de la Russie. Je pourrais la faire remonter au fond à 2007-2008, mais pour moi, la vraie bifurcation, c'est le retour au Kremlin du président Poutine en 2012, la répression de Bolotnaïa et les changements constitutionnels que ces manifestations ont entraîné. Et que, évidemment, pour la Russie, le discours de Donald Trump est inespéré au regard de son enlisement militaire en Ukraine. Les objectifs du Kremlin restent les mêmes, renforcés par le changement de pied de l'administration américaine, l'asservissement de l'Ukraine, c'est-à-dire la poursuite de sa dénazification, démilitarisation et la volonté d'abattre le président Zelensky, la rupture du lien transatlantique et le retour à la situation 1997 exprimée par les mémorandums de décembre 2021. Parallèlement, la Russie a consolidé ses relations militaires avec l'Iran et la Corée du Nord et bénéficie d'un soutien politique de la Chine. Sur le flanc Est, pour moi, la véritable surprise stratégique, en réalité, c'est le degré de résistance ukrainien. Je passe maintenant au flanc Sud en insistant sur une zone peut-être insuffisamment suivie, qui est à l'articulation entre le flanc Est et le flanc Sud, qui est le Caucase, avec la situation en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan, pays qui, comme vous le savez, mènent des opérations de déstabilisation dans nos outre-mer. En ce qui concerne le flanc Sud, en commençant par la bande sahélo-saharienne, nous sommes désormais face à la constitution d'une alliance des États du Sahel avec 3 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui vont quitter la CEDEAO, le Tchad se rapprochant de cette alliance. C'est évidemment un point de fixation du terrorisme mondial qui n'a pas encore, depuis cette zone, frappé l'Europe. Concernant l'Afrique du Nord, nous observons une dégradation rapide des relations entre le Maroc et l'Algérie, pays avec lequel nous sommes dans une forme de crise diplomatique permanente. Nous avons une évolution de la Tunisie vers l'autoritarisme et une Libye qui a toujours 2 gouvernements. Si on regarde au flanc Sud, et par le flanc Sud, j'entends à la fois Méditerranée, Moyen-Orient, évidemment, l'élément important, c'est l'attitude d'Israël dans la férocité de sa réponse au terrorisme militarisé du 7 octobre, qui s'est traduit par la destruction de Gaza, par des opérations en Syrie, par des opérations au Yémen, au Liban, et puis par la continuation de la colonisation de la Cisjordanie. Je pense qu'il faut, vous l'avez rappelé dans votre introduction, Monsieur le Président, souligner également que les États-Unis ont voté avec la Russie et la Corée du Nord contre la résolution présentée par l'Ukraine, ainsi qu'Israël. En ce qui concerne les pays du Golfe, évidemment, là aussi, souligner la montée en puissance de l'Arabie saoudite dans sa volonté d'hégémonie régionale et dans son rapport toujours très difficile à lire avec l'Iran. Un des grands sujets, à mon sens, pour l'actualisation de cette revue nationale stratégique, ce sont les analyses et les prévisions que nous pouvons faire sur la trajectoire de l'Iran. Avec une question, au fond, est-ce que Israël veut pousser son avantage contre l'Iran? Je finis ce tour d'horizon géographique par le flanc nord, en soulignant évidemment que les velléités impériales des États-Unis sur le Groenland s'expliquent par l'ouverture de la route nord. Également, cette vision de sphère d'influence et d'un hémisphère américain qui irait de Panama au Groenland. Ce qui annonce à la fois
probablement une volonté d'exploitation des ressources arctiques, et c'est un point de convergence avec la Russie de Vladimir Poutine. Plus près de nous, la zone baltique est devenue une zone d'opération hybride systématique, avec l'entrée et la sortie de la neutralité de la Suède et de la Finlande qui ont rejoint l'OTAN. Et sur notre flanc nord, je soulignerai l'importance à mes yeux du rapprochement avec le Royaume-Uni, et en particulier de la meilleure collaboration franco-britannique dans le contexte actuel. Alors le point d'articulation, c'est le territoire national, en commençant par les points très positifs, c'est-à-dire qu'en dépit de ces pressions et de ces difficultés, notre pays a montré la capacité à organiser les JO de manière exemplaire. Notre pays dispose d'une BITD qui est un atout considérable dans le contexte actuel. Et nous avons, je le disais précédemment, une culture stratégique qui, à mon sens, nous permet de comprendre peut-être mieux que les autres ces bouleversements en cours. Ce sont les points positifs. Les points plus préoccupants, c'est la crise de nos outre-mer, que ce soit à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, et dans une moindre mesure en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. C'est la persistance du risque terroriste. 9 attaques ont été déjouées en 2024, mais 4 attaques ont été réussies depuis juillet 2024 au Mans, à la Grande Motte, à Apt et à Mulhouse. Je rappelle que depuis mars 2024, nous sommes avec un plan Vigipirate de niveau urgence attentat, donc depuis un an. Et à cela s'ajoute la prise de conscience politique en termes d'organisation, de réaction, d'organisation politico-administrative des risques du narcotrafic au regard de l'évolution de pays comme les Pays-Bas ou la Belgique. Alors si je dois maintenant lister de manière là aussi très, très synthétique et trop rapide, évidemment, ce qui mériterait des développements complémentaires, mais c'est pour lancer notre échange, les 4 points transversaux qui me semblent importants à intégrer à l'actualisation de la RNS et qui étaient présents peut-être en filigrane, mais qui mériteraient sans doute un traitement plus spécifique. La situation dans laquelle nous sommes est en train de provoquer une accélération de la prolifération nucléaire, qui s'observe déjà par le choix fait par la Chine de sortir de la stricte suffisance et d'augmenter son arsenal nucléaire de manière très significative, et évidemment des discours de volonté d'acquisition de possibilités d'acquisition d'armes nucléaires émanant de pays comme la Corée du Sud ou plus récemment la Pologne. On a au fond un problème général concernant la maîtrise des armements, le fait que des pays européens comme la Pologne, comme la Lituanie, envisagent désormais de se retirer de la Convention d'Ottawa, montre le degré de la dégradation stratégique auquel nous devons faire face en Europe. Il y a actuellement une prolifération nucléaire qui va s'accélérer, une prolifération balistique avec des enjeux de qui maîtrise la frappe dans la profondeur, qui maîtrise la lutte contre les systèmes, qui maîtrise les systèmes antimissiles dans un contexte de développement rapide, excusez-moi de la surenchère, mais de l'hypervélocité. L'arrière-plan reste un arrière-plan nucléaire. J'avais qualifié la guerre d'Ukraine d'une guerre coloniale sous protection nucléaire. Je maintiens cette formule dans la mesure où je pense qu'une bonne part de l'attitude des Européens et des Américains a été inhibée par le discours nucléaire du Kremlin. 7e point, l'importance et l'insistance que nous portons aux enjeux juridiques et de régulation. Dans le discours du vice-président Vance, il est parfaitement clair qu'il y a une sorte de contradiction de son point de vue entre le maintien des États-Unis dans l'OTAN et le maintien par les Européens des régulations numériques à travers le DCA ou le DMA. Je pense que ce que les États-Unis veulent nous imposer, c'est une sorte de protectionnisme dérégulé, une dérégulation obligatoire en quelque sorte, qui trouve un écho en Europe, puisque la régulation est souvent présentée comme étant un obstacle, et c'est une observation évidemment juste, à la compétitivité.
L'enjeu, c'est évidemment celui du respect du droit international, qui est au cœur de notre positionnement international comme membre permanent du Conseil de sécurité, et de savoir si nous allons parvenir à maintenir les objectifs de l'accord de Paris, les objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique, de lutte contre la perte de la biodiversité, de lutte contre les pollutions, dans un climat général qui est un appel dans le discours américain, de l'administration américaine, c'est un peu plus complexe en réalité que de dire un discours américain, mais qui est un appel évidemment à un retour en arrière très fort. 8e point, les enjeux technologiques, avec évidemment ceux liés à l'intelligence artificielle générative, qui changent d'ores et déjà les modes de production, les modes d'information et de désinformation. Les enjeux technologiques liés au spatial. Il faut évidemment se féliciter du double succès du lancement Ariane 6 pour que les Européens retrouvent un accès autonome à l'espace. Et le deuxième tir a permis la mise en orbite d'un satellite de surveillance. C'est un point évidemment très important à la fois pour l'Europe et pour la France. Et en matière d'enjeux technologiques, je voudrais insister sur un point qui n'apparaît pas dans la RNS, mais qui me semble tout à fait essentiel, l'enjeu des talents, de la formation des talents et de leur circulation. Partis comme nous le sommes, il se pourrait bien que les Européens aient à réfléchir à un programme d'accueil des scientifiques américains. Dernier point, le fait que la prise de conscience partagée, c'est que nous sommes dans un monde de rareté et non plus dans un monde d'abondance, et qu'un monde de rareté se traduit historiquement par une remise en cause de la liberté de navigation. C'est ce à quoi nous assistons avec un rapport entre marine de guerre et marine marchande qui évolue très rapidement. L'enjeu pour les Européens, c'est la protection militaire de leur capacité de commercer. Et c'est évidemment un enjeu qui s'observe en particulier dans le cadre des échanges globaux entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, qui représentent, ces trois ensembles représentant toujours plus de 50% du PIB mondial. Donc la sécurisation du commerce international est, à mon avis, un des objets d'actualisation de la revue nationale stratégique. Voilà, Monsieur le Président, je vais conclure cette présentation en revenant sur cette idée de réarmement intellectuel. Je distingue bien dans mon propos qu'il n'y ait pas d'équivoque réarmement intellectuel et réarmement moral, ce qui n'est pas du tout mon sujet. Le réarmement intellectuel, de mon point de vue, est conditionné pour les sujets qui nous occupent aujourd'hui par 6 déterminants. Le premier vous concerne directement, puisque c'est le degré d'adhésion de la nation à la gravité de la situation. Le deuxième déterminant, c'est l'aptitude de l'État à envisager la guerre dans les délais que lui dicte le contexte international et sa stratégie de défense. Le troisième déterminant, ce sont les capacités de combat et de résilience et de régénération de nos forces. Le quatrième, c'est la manière dont la culture stratégique et la doctrine militaire sont comprises par le corps social et mises en œuvre par l'exécutif. Le cinquième déterminant, c'est l'acceptation du hasard qui avantage ou désavantage tel ou tel belligérant. Le président Poutine est très avantagé par le discours du président Trump. C'est l'acceptation que la politique internationale est autant guidée par la logique froide des intérêts que par l'inconstance du cœur humain. Le sixième déterminant, c'est la valeur du commandement civil et militaire. Cette liste montre l'ampleur de la tâche qui va, vous l'avez compris, bien au-delà de mon point de vue, de l'actualisation d'un document de 52 pages conçu au cours de l'été 2022. Je vous remercie de votre attention.